littérature. Ça fait presque un peu dissertation quand on doit faire le bac, soit français, soit de philosophie. Donc on va s'en tirer comme on peut avec ça en 20 minutes, je vous rassure. Mais avant de commencer tout ça, je vais quand même présenter toutes les personnes qui se trouvent à ma droite. Je ne sais pas si j'ai bien choisi finalement. Alors, d'abord, Béatrice. Bon, c'est grâce à elle qu'on est un peu ici pour la sortie papier, parce que moi je l'ai lu en PDF de J'aurais préféré Baudelaire heureux. C'est donc un témoignage littéraire autour de ce qu'elle a vécu pendant de nombreuses années, un témoignage littéraire qui parle de harcèlement. C'est surtout, je pense, une façon de se réconcilier avec elle-même et avec les mots qu'on suit durant ces 250 pages, si j'ai tout bien compté. À ma toute droite ici, je suis assez impressionné parce que je l'ai vu à la télé aujourd'hui, j'ai regardé des interviews qu'il donnait sur Internet. En face de lui, il y a quelques jours, il y avait un journaliste français qui le comparait à un fou et à un sadique. Je ne sais pas s'il a beaucoup aimé. C'était dans le cadre d'un livre qui s'appelle Le Jardin des 7 crépuscules, qui est une espèce de bible qui fait 1000 pages, je crois. Vous avez une centaine de personnages à l'intérieur de ce livre, avec des histoires qui s'interpénètrent. C'est vrai que c'est complètement cinglé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, donc je l'avoue franchement, je ne vais pas faire mon intelligent qui sait alors qu'il n'a rien lu du tout. Votre éditeur vous présente comme un surdoué, sinon vous êtes architecte, poète, écrivain, et vous avez écrit plus d'une 60aine de livres. Et enfin, je termine avec Stéphane Alvelda, qui lui arrive tout auréolé de la gloire de sa dernière mise en scène qui tournait autour de Van Gogh, qui a tourné dans le Valais, bien au-delà du Valais, et qui a rencontré plus qu'un succès d'estime, critique et public. On peut concilier deux, si. Et vous partagez des choses entre vous, c'est que Stéphane enseigne la littérature, Stéphane est metteur en scène, et puis Béatrice a enseigné la littérature et était également metteur en scène à l'intérieur de son métier. On va toujours dire métier, on ne va pas dire ancien métier, ça sera un peu... Ah, ça va. On reste professeur. Voilà. Alors, il y a 2 jours, j'ai eu Béatrice au téléphone et je vous rappelle donc le thème de cette table ronde. Un témoignage peut-il entrer dans le champ de la littérature? Et je lui ai dit, tu es bien gentille Béatrice, mais la réponse est déjà dans la question. Et pour moi, ça tue carrément le débat. Eh bien non. En fait, pour moi, tout acte de création est un témoignage. Et j'aimerais savoir si vous trois, vous êtes d'accord avec cette approche. D'abord Béatrice. Tout écrit est un... Tout écrit, tout acte de création est un témoignage. Sacrée question. Tout acte écrit est un témoignage. Je pense que, je veux dire, les personnes qui écrivent, forcément, elles vont puiser à l'intérieur d'elles-mêmes pour transmettre quelque chose. Alors maintenant, un témoignage, pour moi, il doit quand même être... il y a un pacte de véracité, des faits qui se sont succédés, qui doit s'établir entre le lecteur et l'auteur. Donc, je ne crois pas que j'adhère vraiment à cette... je pense qu'on puise à l'intérieur de soi pour faire de la création. Maintenant, je ne crois pas que chaque écrit est un témoignage. Et pourquoi avoir choisi une forme romancée pour parler de ce que tu as vécu? Pour témoigner. Parce que je trouvais que c'était difficile de mettre des mots quand j'avais perdu les miens. Moi, j'ai littéralement été rendue muette parce qu'il m'arrivait, muette presque à un sens premier du terme, dans le sens avec une grande difficulté à s'exprimer et certainement à communiquer avec mes proches, avec mon entourage, alors que j'avais un amour infini pour les mots. Je suis trilingue, j'ai toujours dansé, valsé auprès des mots de musiques différentes. Et donc, ça m'a pris... Bon, d'abord, c'est pas une thérapie. Ce livre, c'est pas une thérapie. J'ai digéré les choses. On a toujours des séquelles qui restent, mais c'est pas un témoignage sur le vif. C'est quelque chose qui est pensé. Et donc, je voulais pas faire un simple récit épisodique, chronologique. J'avais envie de créer autour de ça pour rendre peut-être... pour donner aux gens l'envie de lire quelque chose qui n'est pas agréable à lire. Voilà. Parce que... Michael, c'est quelque chose que vous redoutez, vous, de perdre les mots? Vous qui avez écrit 60 romans et qui avez des centaines de personnages à gérer?
De perdre le mot, oui, 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 of course. Naturellement, tous les mots qu'on écrit, on les perd. On les perd et c'est des autres qu'on les prend. Et alors, peut-être ça c'est comme une ronde, comme une roue qui marche avec la vie de l'écrivain. C'est aller en perdant des mots et alors en gagnant des autres et aussi de formes successives. Stéphane, vous mettez les mots dans la bouche des autres, c'est-à-dire quand vous dirigez des comédiens, par exemple, par instant, vous avez aussi peur de les perdre, ces mots, en dehors des trous que peuvent avoir les comédiens sur scène. Alors bien sûr que c'est une angoisse pour les comédiens, mais je reviens un peu sur ce qui a été dit, parce que c'est toujours un adieu, les mots, c'est toujours c'est une manière. Est-ce qu'on aborde, parce que la question c'est la question du témoignage, est-ce qu'on aborde vraiment le passé? Je pense que le passé disparaît et que les mots redisent toujours le présent. Quand je lis le livre de Béatrice, ce qui est intéressant, le passé, oui, il constitue le livre, mais c'est la première couche. Ce qui est intéressant, c'est le regard de Béatrice aujourd'hui sur les mots. Et peut-être dans la mise en scène ou au théâtre, eh bien c'est quelque chose qui se joue toujours dans l'instant présent, puisque on dit le mot, on le redit, jamais la même chose. Et puis il y a toujours ce mot qui s'inscrit dans le temps et qui disparaît, qui est amené à disparaître toujours dans ces morts renouvelées pour aller vers d'autres mots, comme il le disait tout à l'heure. Les mots vous ont fatigué, à un moment, par stress, par excès de mots. Je pose des questions. C'est une question super intelligente. Je pense qu'il y a une grande violence qui est exercée envers les mots. Les beaux mots ne fatiguent jamais, les mots dits dans le contexte du livre ne fatiguent jamais, dans un théâtre ne fatiguent jamais. Ce qu'on en fait sur les réseaux, l'appauvrissement du mot aujourd'hui, je pense que c'est une des grandes tragédies de l'époque. Béatrice, vous êtes beaucoup aussi, pas sur les réseaux, mais vous écrivez de façon sur Internet, par exemple, sur le site de l'Index. Ça vous a posé un problème au moment de vous dire que mes mots ne seront pas sur du papier, mais sur un écran? Oui, alors moi j'ai beaucoup de peine à lâcher. J'ai une amie qui est peintre, qui est ici, qui est Christina Letao. Elle peint des personnages et puis elle n'arrive pas à les vendre. Elle les garde. C'est un trésor caché qu'elle a chez elle. Et moi j'ai beaucoup de peine avec les mots. J'adore écrire, c'est quelque chose d'assez facile chez moi. C'est pas. Mais j'ai beaucoup de peine à donner parce que je pense que j'ai assez peur de l'autre et des réactions qu'il peut avoir et donc j'aurais tendance à... Oui, mais je crois qu'il y a votre citation dans le livre qui dit « Lorsque vous écrivez un livre, mettons, sur l'horreur de la guerre, vous ne dénoncez pas l'horreur, mais vous en débarrassez. » Ah, ça situe exactement ça. C'est ça. Mais vous me tendez une perche merveilleuse, parce que c'est exactement ce vers quoi je voulais tendre. C'est quelque part... moi, je vous ai lu ce matin, très tôt. C'est tout frais. C'est assez frais. Je veux dire, je me suis pris quand même une claque, un uppercut, un coup dans le foie, parce que bon, il y a un effet miroir. C'est des choses à ma microscopique échelle que j'ai aussi un peu connues. Donc, du coup, quand je lis ça, je me dis, quels sont les filtres qu'elle s'est mis pour se débarrasser de ces horreurs? Moi, j'ai essayé de faire, même si j'ai scénarisé un peu, enfin, je veux dire, j'ai essayé de transformer les gens qui ont participé, mes collègues professeurs, d'en faire comme des personnages. Mais moi, j'ai essayé d'être... vous savez, on a reproché à Primo Levi, qui a écrit « Si c'est un homme » qui a un témoignage sur la Shoah, on lui a reproché sa froideur impersonnelle, en disant « Oui, mais enfin... Et lui, il répond en disant, mais cette froideur, c'est tout simplement parce que moi, je veux que le lecteur s'indigne lui-même. Alors moi, naturellement, je ne suis pas Primo Levi et je n'ai pas vécu la Shoah, mais je trouvais que c'était important d'être factuel et j'espère que ces faits-là indigneront les femmes, les hommes bien,
est un homme bien, c'est pour ça que tu as reçu une claque, sinon... et j'espère qu'un jour les lois changeront dans ce pays, parce qu'on est un peu le seul pays en Europe où le harcèlement n'est pas pénalisé, donc c'est pour ça qu'on continue. Michael, dans vos personnages, certains sont complètement fous, il y a une part de vous-même, est-ce que là aussi vous vous mettez un filtre, une retenue, ou rien? C'est open bar, vous y allez. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de folie dans chacun. D'abord, hier, nous parlons sur les Quichotte avec Stéphane et Béatrice. À la fin, une certaine forme de folie, c'est de mettre la logique à l'extrême. C'est de soir implacable avec la logique, et ça c'est le Quichotte. Alors, la folie, ça dépend de quelle classe, de quel type de folie. C'est aussi un instrument de connaissance, et même dans la littérature. En fait, là, il y a beaucoup de personnages littéraires et beaucoup de livres dans la roman, mais même dans la poésie, qui ont la folie comme les sujets ou comme les méthodes de connaissance. Stéphane, par instant, quand vous mettez en scène, vous mettez des filtres en disant non, ça va être trop fou, j'y vais pas. L'enjeu, c'est toujours de travailler sur la forme. Là, on sort d'une aventure. On a rencontré Van Gogh à travers ses témoignages écrits. Effectivement, il y a un questionnement sur ce qu'est la raison, ce qu'est la folie. Et quand on met en scène, quand on met un corps dans l'espace, on interroge toujours la forme. Et à partir du moment où on a trouvé la forme, le sens parvient. Je pense que dans le roman de Béatrice, pour revenir à cette thématique, il y a les faits rationnels, mais il y a ce qui dépasse ces faits rationnels. Et c'est toujours la folie, c'est toujours ce qui est imperceptible. Alors là, en l'occurrence, moi je dirais la poésie. C'est le rapport qu'elle a avec le monde. Moi, ce qui m'a bouleversé, effectivement, il y a l'épreuve qui est vécue, mais c'est comment un roman dépasse cette épreuve. Et ce qui fait que cette épreuve est dépassée, c'est en fait la poésie et surtout des descriptions et de cette Catalogne qui la constitue. Donc moi, ouais, on parlait de Don Quichotte, on peut parler de Van Gogh, de tous ces personnages qui disent quelque chose au-delà de la rationalité, de la raison. Et je pense que la réconciliation, elle se fait toujours par des formes artistiques ou poétiques. Tous les personnages dont on parle, à un moment leur œuvre leur échappe peut-être un peu, parce qu'ils sont surpris par ce que ça donne. Leur œuvre devient un peu un monstre de Frankenstein qu'ils ne peuvent plus contrôler. Quand on écrit, Béatrice, est-ce qu'à un moment on se dit là, c'est en train de partir dans une direction où je ne la voulais pas, ça m'échappe, mais quelque part j'y vais quand même? Alors moi, j'ai écrit très vite, mais j'ai mis beaucoup de temps à penser. Donc le cadre ça a l'air d'être une forme un peu chaotique, mais dans le livre, mais c'est un faux chaos. C'est vraiment, il y a une structure qui est vraiment pensée. Et donc j'avais ce cadre-là, puis après, à l'intérieur de ce cadre-là, naturellement qu'il y a la liberté, et puis qu'il y a des fois la plume, elle s'envole. Des fois, elle s'envole. Elle vous surprend quand elle s'envole? Ouais, elle m'a surprise. Mais moi, je me suis pas censurée. Voilà, j'ai dit les choses. Vous l'avez gardé ou bien vous avez vraiment tout confié? Alors, ça, c'est tout le rapport à la mémoire. Naturellement, moi, j'ai ce pacte vraiment très fort pour moi, cette éthique morale de dire ce que je raconte est vrai. Donc, il n'y a rien qui est faux dans ce roman, mais en même temps, forcément, c'est mon regard. On a eu quelqu'un qui est dans le domaine de l'image, il sait très bien, on peut filmer la même scène de façons différentes, avec des perceptions. Et puis la mémoire, elle est friable aussi. Il y a des choses que j'ai oubliées, que m'ont rappelé mes collègues, et que j'avais. Je pense que la mémoire, elle protège aussi. Il y a des choses qui disparaissent pour protéger le fort intérieur. Donc, j'étais fidèle. Je crois que je suis quelqu'un de fidèle. Et vous demandez pour le filtre. Oui. Et je crois qu'il y a Surtout à vous, un élément très important à avoir un
compte que c'est la volonté, l'intention d'écrire. Que ça peut-être, c'est la différence, hier aussi nous parlons, entre la littérature ou quelque chose écrit qui n'est pas littérature. Ça c'est la volonté formale. Et je crois que dans le cas du roman de Béatrice, ça c'est très clair. Ça aurait pu être un témoignage moins ou plus intéressant ou même Interrogé. Comment je dis, Avec des coups. si. Mais ça c'est la littérature. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté formale arrière ou en avant, comme vous préférez. Il y a il y a, par exemple, il y a un jeu entre la première personne, la seconde personne, la troisième personne. Elle parle de lui-même, mais dans différents points de vue. Et ça, c'est le jeu littéraire qui donne la consistance à cette histoire. Donc, Pas seulement les témoignages. On peut dire que ça, c'est un livre sur le harcèlement. Oui, mais c'est une autre chose. C'est plus de ça. Ça c'est le thème, mais arrière de ça, il y a toute l'aventure personnelle de Béatrice. Je vous repose la question à vous. Il y a des personnages qui vous ont échappé Dans le livre de... non, pas là-dedans, dans vos livres à vous. Dans mon livre, pas échappé. Oui, échappé. Celui-là, il va dans une direction. Non. Je suis folle, mais oui. non, pas juste à ce point. Que les personnages font ce qu'ils veulent, s'échappent. Non. Pas encore. Stéphane, je reviens toujours au metteur en scène ou même aux musiciens aussi. La musique, c'est peut-être un peu plus souple parce que quelque part, les compositions, elles ont été posées, elles peuvent être enregistrées, mais elles peuvent évoluer. Vous avez peut-être un rôle plus facile avec ça. Donc, elles peuvent vous échapper. C'est toujours difficile et moi, je pense que je suis assez d'accord avec Michael. Il y a quelque chose, la responsabilité de l'artiste, c'est pas le lâcher prise, c'est au contraire de créer une forme. Et il a l'entière responsabilité de cette forme. Vous croyez au cadre? Moi, je crois au cadre, et ce qui est intéressant, surtout au théâtre, c'est qu'on est plusieurs, et que c'est un acte collectif. Donc, à partir du moment où on va rencontrer un auteur, on va respecter le cadre de cet auteur, on va imposer un cadre de mise en scène, et après il y a encore le comédien, et après il y a encore le public. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun ait une forme de rigueur et de déontologie. Voilà, à partir du moment où on a cette forme, il y a quelque chose qui peut dépasser et advenir. Et c'est celle-là la magie de la chose artistique, ce qui dépasse en littérature, ce qui va au-delà du cadre, du simple, de l'histoire, du harcèlement ou du thème. C'est ce moment-là. Mais pour créer, j'ai une phrase de Maurice Béjart qui disait « La technique, c'est la liberté ». Et moi, je crois assez peu à cette déstructuration. Alors, s'il y a une déstructuration chez l'artiste, elle est provoquée, elle est voulue. Elle vient d'une grande discipline et de beaucoup d'expérience. Voilà, et c'est la même chose. Alors, si on prend le parallèle avec la musique, on peut pas arriver et faire n'importe quoi. Le jazzman qui va improviser, il a une culture, il a une intention du jeu qui est la construction d'une vie. Vous trois, vous avez connu un moment très délicat. C'est l'instant justement où on doit lâcher l'œuvre. Savoir, je dis maintenant, là c'est terminé, je dois l'offrir, je dois la présenter au public, je ne pourrai plus intervenir dessus, les dés sont jetés. Béatrice, on vit comment ce moment où, parce que je te connais, je sais à quel point tu es pointilleuse et rigoureuse, donc avant que ça arrive, quand on doit vraiment le lâcher, qu'est-ce que ça fait? Moi, je crois que j'ai rendu folle mon éditeur. Parce que j'ai eu beaucoup de corrections. Moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, donc forcément, c'est un bébé qui s'en va. Hein. C'est un autre enfant qui s'en va, qui nous échappe. Et comme nous-mêmes, on l'aime, on aimerait que les autres l'aiment. Et puis là, on n'a pas de prise. Quoi. Donc, c'est un peu le... Je vais découvrir ça. Hein. Ça commence aujourd'hui. Oui, par les dédicaces. C'est là où il y a le premier retour. Oui. Oui. Non, alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que dans l'aventure on a fait une revue qui s'appelait l'Index Mag, et puis on va continuer j'espère.
Et on a collaboré avec beaucoup de personnes, dont certaines sont ici, et notamment Stéphane, pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour son travail et ses méthodes, enfin je veux dire pour l'homme en lui-même. Et donc ces gens-là m'ont écrit des textes sur J'ai préféré Baudelaire heureux. Et j'ai été assez émerveillée de voir à quel point, justement, la multitude des points de vue sur une œuvre, quoi, en fonction de sa propre histoire. Parce que l'appréhension de l'œuvre, elle est toujours en résonance quand même avec qui on est, ce qu'on a vécu, nos goûts, etc. Donc moi, je me réjouis d'avoir des retours, et encore plus de retours. Michael, après 60 livres, c'est toujours facile. Non, ce ne sont pas 60. Ce ne sont pas 60. Pas Ce sont 60, quelques mois. Mhm. Peut-être 40. Mais il y a quelques plaqués. Ah, d'accord. Si on compte les plaqués, voilà, ok. petits. Bon. Mais de le lâcher, ce livre, vous rendez fou aussi, votre éditeur? Oui, il y a quelques. Il y a vous me rassurez. Comment se dit, Manipomi À nouveau. Il y a moi, je rentre de Catalogne, alors je ne trouve plus les mots ni dans une langue, dans une Alors, langue. Malévo, comme Malévo, une c'est un clinique centre. psychiatrique pleine de mes auditeurs. Et puis vous en trouvez encore? Oui. Ce sont là, presque tous les éditeurs du monde sont là. Stéphane, même sentiment quand enfin la mise en scène est présentée au public? J'ai oui. faire un petit. Vous avez toute la je me parole du souviens monde. à propos de ce que dit Béatrice. Quelqu'un, je ne me souviens pas qui, a dit les livres ne se finissent pas, ils s'abandonnent. Je ne sais pas qui a dit. Vous n'avez pas honte, hein? Non, quand même. Stéphane, je parlais justement du moment où on doit dire maintenant on le présente. Moi j'ai mon père qui est peintre, lui rien que l'idée enfin lui il anticipe d'à peu près 3 ans ses expositions, mais je connais d'autres peintres ils sont encore en train de faire de la peinture quand il y a les gens qui attendent pour rentrer au vernissage. Vous c'est un peu comme ça? Moi je crois qu'il faut accepter, puis même aimer cette idée d'abandonner ou de laisser derrière. Enfin moi c'est une idée que j'aime beaucoup. Moi je pense qu'une œuvre a un temps où elle doit intervenir, en tout cas pour le théâtre, hein, c'est vraiment, il y a un moment donné où on est obligé de donner l'objet en ayant assuré justement ce dont je parlais tout à l'heure, une bonne foi, une forme, et en se disant voilà, l'objet est aujourd'hui tel qu'il doit être. Et c'est très bien de pas faire de rétention, de ne pas le retenir. Et par contre, il faut accepter aussi le risque, il faut accepter le regard. Ça fait partie, je dirais, de l'épreuve et de la rencontre avec l'autre. Je vais vous-même laisser la conclusion de cette mini table ronde, parce que mon centre Tani m'indique qu'on doit frôler les 20 minutes à peu près. Vous avez lu évidemment le livre de Béatrice, et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le texte que vous avez publié sur l'index. La littérature est plus précieuse que la justice illusoire des hommes. Et ça, j'ai trouvé très fort, j'ai trouvé que ça concluait bien. Ça rebondit sur le contenu du livre. Je précise juste qu'il y a un passage que j'ai adoré, c'est quand vous écrivez au pseudo-juge qui est censé quand même instruire votre affaire, et vous lui écrivez tous les jours du mois de juillet une lettre basée sur une lettre de l'alphabet. Vous devez vous arrêter à une lettre, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est la lettre T, je crois. Je suis convoquée par le président du conseil. Et donc j'ai voulu faire connaître à ce juge, mais bon, lui, il avait une secrétaire qui ouvrait les lettres, donc le harcèlement, il ne marchait pas vraiment. Mais comme il ne comprenait pas ce que c'était le harcèlement, je lui ai écrit tous les jours des lettres que je faisais s'envoler. Et ça a marché quand même, parce qu'ensuite, le procès a démarré. Donc, à ce stade, nous avons 2 options. Soit vous intervenez maintenant directement devant tout le monde et vous parlez avec les personnes et je fais le relais. Je sais bien faire ça. Soit on clôt la table ronde et puis vous discutez de façon privée et intime avec les personnes qui sont là. Vous choisissez. C'est ça. Je trouve que c'est bien si vous intervenez maintenant quand tout est là et vous avez les gens qui sont là pour répondre. Je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je réponds à toutes les questions si quelqu'un a des questions. Ça, c'est mon cher correcteur, monsieur Ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas obligé de répondre, Béatrice. Parce que je rebondis sur ce que M. Cerruti vient de dire, la dernière intervention. Dans le roman, on comprend bien que vous avez réellement écrit au juge.
Oui. Mais dans la vraie vie. Ah non, j'écris. Tout est vrai. Tout ce qu'il y a dans le livre est vrai. Donc là, vous avez... je les ai juste raccourcis. Parce que donc il a fallu que je choisisse des... Non, non, il les a reçus. Il les a reçus. Donc vous les avez envoyés. Oui, 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 oui. Vous aviez un doute? Ah, il y a toujours un petit doute, puisque c'est romancé. Non, non, c'est scénarisé en fait, mais c'est pas... Tout est vrai. Tout est vrai. Très bien, merci. Moi, je m'en prie. Il y a un effet de style que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup de noms propres. Ouais. Et par rapport... il y en a aucun, à part lui... Des prénoms, des prénoms, il y a quelques prénoms. Oui, j'ai oublié de vous préciser qu'il est à l'intérieur de son roman, au début et à la fin. Vous l'avez renvoyé l'ascenseur parce que Béatrice se trouve dans votre prochain roman, c'est ça? Oui. Voilà. Et je vais me faire la vengeance et la mettre lui dans mon prochain roman. Ça promet. Ouais, ça promet. Et, oui, et les personnes qui sont au premier plan, vous les appelez, il y a le borné et le serpent. Ouais, les serpents qui se mais qui lèvent. ne sont pas nommés, mais je pense qu'on peut deviner assez facilement. Ouais. Oui, oui. Il y a un très beau passage que je voudrais lire, si Béatrice le permet. Que je crois que peut-être faire le résumé, de l'histoire. Il dit, à la fin, presque à la fin du livre, et quand même serve pour l'explication du titre. Elle sait qu'elle porte en elle des milliers de signes, des dizaines de milliers de signes, des centaines de milliers de signes, mais elle n'est pas encore prête à les laisser s'envoler. Écrivez, il n'y arrive pas. Je ne sais pas, je ne le sais pas comment dire. Pourtant, il faut une histoire comme la mienne pour écrire. Écrire vraiment, non? Parce que sans une histoire particulière, le fleuve du mal n'existera pas. Le psychiatre le regarde au fond des yeux. Oui, peut-être, mais j'aurais préféré Baudelaire heureux. Alors, je pense, c'est pas la question de penser si je préférais Béatrice heureux en lieu de ce livre, mais je crois interpréter dans ces signes l'histoire du petit cygne de Andersen, qu'il rend compte de ce qu'il a devenu. Et alors, il y a peut-être quelques ombres de l'histoire de Béatrice qui, en ce moment, elle-même est le signe qui s'envole. Ah, merci, Nicolas. Je continue à ouvrir le débat si vous le souhaitez, ou sinon je le referme et puis on peut aller devant le verre des amitiés et les buffets. Comme vous le décidez. Je crois que c'est bon. À la 1, à la 2, à la 3, à du jet.